Quand on est au collège, au lycée, tu te mets à 2 ou 3, tu racontes une blague qui n'a pas de sens et tout le groupe rit et il y a une personne que tu n'as pas prévenue, qui est donc le piégé. Généralement, surtout vers ces âges-là, collège, lycée, il rigole. Ouais. Parce que tu as peur d'être exclu du groupe et parce qu'on est des animaux sociaux et parce qu'on a cet instinct grégaire. Ça me fout la chair de poule à chaque fois que je le vois. En fait, c'est terrifiant. Ça me bouleverse. Ça a été une claque monumentale pour moi. Le courage qu'il a fallu, la guerre n'est pas finie quand il fait ça. Mais c'est incroyable ce speech. Et effectivement, ça répond tellement bien à l'époque encore aujourd'hui. Ouais. Quand les gens disent les films français c'est pété, déjà, je peux vous donner une liste si vous voulez de films français qui sont vraiment pas pétés et en fait il y en a plein. On a une industrie du film en France qui est extrêmement libre, extrêmement créative. Mais pour ça, il va falloir protéger notre système d'exception culturelle, nos intermittents du spectacle qui permettent à des très très bons techniciens comme sur Monte Cristo de faire un film de cette ampleur avec cette gueule-là. Salut, c'est Pierre Ninet dans Click. Pensez à vous abonner. Bonsoir Pierre Ninet, bienvenue dans Click. Bonsoir. Je suis très content de pouvoir passer du temps avec toi ici parce qu'on a fait la grande classe ensemble, on est retourné dans ton école et ça va, t'en es sorti indemne ou pas? J'ai mis 9 jours pour m'en remettre. Honnêtement, l'ambiance, l'énergie des jeunes était folle et moi, mon émotion honnêtement de retourner là-bas, c'était sans précédent, ouais, c'était incroyable. Tu sais qu'à la fin, on s'est même pas dit au revoir tellement on était morts. On était lessivés, de fou. Je savais plus ce que je disais, je bégayais. Il y avait mon ancien prof, Sofiane Pamar. C'était incroyable. Ouais, merci. Merci à toi et surtout merci d'être venu partager aux élèves Gourou, ton nouveau film, qui vient de sortir au cinéma. Ton premier film en tant que producteur. C'est un film extrêmement important qui raconte l'époque, qui est un projet que tu as pris le temps de maturer. Il y a eu tout le temps entre Monte Cristo et ce film et c'est un film où tu montres quelque chose que tu n'avais pas montré avant, c'est un véritable engagement sociétal. Quand on parle d'engagement, souvent, c'est des engagements politiques. Là, c'est beaucoup plus profond. Et c'est une analyse de l'époque par ces gourous, ces coachs, qui sont finalement, ce que tu dis, une espèce de forme ultime du capitalisme où, en fait, le libéralisme, le « soyez le meilleur » remplace la religion, la spiritualité. Il y a de ça. Bon, c'est un thriller. On a essayé de faire quelque chose de super généreux avec des rebondissements et des révélations et tout machin. Donc, toujours comme dans Boîte Noire, avec le même réalisateur, avec Yann Gozlan, d'essayer d'aller chercher ça, le divertissement au sens noble du terme, pour pas qu'on s'emmerde et qu'il se passe des trucs et que voilà, et des vraies arches de personnages intéressantes. Mais effectivement, c'était le film où on se posait le plus la question de pourquoi ces coachs et le développement personnel et les coachs de vie ont pris une place aussi importante. Et effectivement, il y a un peu un truc politique inhérent au sujet. Alors nous, on dit pas il faut faire ci, il faut faire ça, la profession est bidon, tout le monde est bidon. C'est pas du tout ça qu'on dit, mais on pose la question de se dire qu'est-ce que ça raconte de nous aujourd'hui, qu'on soit aussi client de gens qui nous donnent des modes d'emploi simples, voire parfois simplistes, sur la vie, sur nos vies. Et en fait, moi je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement séduisant à avoir un peu des trucs clés en main, des recettes du bonheur. On le sait, comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. On voit ces vidéos sur nos fils dans les réseaux sociaux. Comment devenir millionnaire en 6 mois, comment maigrir, comment prendre du muscle, etc. J'ai regardé toutes ces vidéos et ça n'a jamais marché. Ouais, parce que aussi il y a un petit piège addictif à l'addiction. Les gens ils vont dans ces séminaires là qu'on a montrés dans le film et on s'est renseigné. Et t'as aussi un sujet sur l'addiction comme avec les paris en ligne et comme avec les jeux, etc. Mais effectivement, ça raconte, je crois, quelque chose de politique sur notre envie aujourd'hui d'entendre des récits qui parfois sont un peu plus simples à digérer, correspondent déjà à des choses qu'on pense, donc nous confortent en fait dans nos idées, dans une réalité qui est devenue complexe, nuancée, violente, dure à appréhender en fait. En tout cas, Gourou est un film addictif. Je pense que les gens vont aller le voir 2 fois. C'est le genre de film. En tout cas, moi je l'ai. Cinéma t'entendre. Évidemment, moi je l'ai vu et j'ai déjà envie de le revoir. On se mate un petit extrait. Tu veux pas insulter ton patron parce que tu veux pas perdre ton travail. Ok, bien sûr, moi je comprends, on comprend. Mais moi, je veux que ton chef, il sente ce que t'as dans le bide. Je veux qu'il sente ta force, Daniel. Je veux qu'il respecte ta zone de défense, ok? Ok. C'est ce que tu veux aussi? Oui. Je veux qu'il le sente dans ton souffle. Je veux qu'il le sente dans tes tripes. Va falloir aller chercher la haine en toi, Daniel. Parce que toi, ton mur, c'est pas avec de l'amour, en fait, que tu vas le construire. Ça, t'as essayé. T'as déjà essayé toute ta vie, ça a pas marché. Ça marchera jamais. L'amour ne te sauvera pas, Daniel. Tu crois que ta femme, elle a besoin de ça? De vivre avec un homme qui se cache, qui passe comme un fantôme. Tu crois que tes enfants, ils ont besoin de ça? D'un père comme ça, un père comme une colonne de sable, on pose la main, il s'effondre. Un père qu'on regarde même plus comme un vieux drap usé, un père dont on a honte d'avoir honte, alors on fait semblant. Et ça continue encore jusqu'à soi-même devenir père, une autre colonne de sable, encore un vieux drap usé, encore une génération de fantômes, encore et encore. Tu crois que c'est ça? Non. Alors sors ton téléphone, Daniel. On le sait, toi et moi, ça peut plus durer. Il faut que tu démissionnes.
Maintenant, il faut faire les choses. Pas quand c'est agréable, pas quand ça t'arrange de les faire, mais quand il faut les faire. T'es prêt à aller chercher la haine en toi, Daniel? Oui, je suis prêt. Ok, alors sors ton téléphone et passe-le ce putain de coup de fil. Appelle ton chef. Prends une décision. Change ta vie. En fait, cette scène, elle me fait penser à une scène d'Edward Norton dans le film de Spike Lee, La 25e heure. C'est une scène où il est face à son miroir et il recrache toute sa haine de la société. Là, tu as un espèce de monologue avec une caméra qui tourne tout le temps autour de toi. C'est étourdissant. Quand on doit rentrer cette scène, on a, je pense, une seule prise à faire. Non, ça a été en plusieurs prises. Ce serait mal nous connaître. Alors, raconte. Non, Yann, il aime bien découper et tous les deux, on aime bien vraiment aller au bout des possibilités. Pour une question de vocale, en fait, on a été limité au bout de 3-4 prises avec ces rails, effectivement, ce travelling circulaire qui raconte à la fois la folie du personnage, mais aussi quand même l'enfermement des gens qui viennent participer à ces séminaires. Consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose qui se resserre autour d'eux. Et on peut y voir la pression du groupe aussi. Il fait beaucoup appel à cette pression, on le sait, d'ailleurs, on est allé dans un lycée. C'est un truc qui nous parle vraiment quand on est au collège, au lycée, tu sais. Quand le groupe décide de faire un truc, d'ailleurs, il y a une espèce d'expérience sociale là-dessus, tu sais, où tu te mets à 2 ou 3, tu racontes une blague qui n'a pas de sens, et tout le groupe rit, et il y a une personne que tu n'as pas prévenue, qui est donc le piégé. Généralement, surtout vers ces âges-là, collège, lycée, il rigole. Ouais. Parce que tu as peur d'être exclu du groupe, et parce qu'on est des animaux sociaux, et parce qu'on a cet instinct grégaire. Et ces grands séminaires, ces grandes messes modernes où il met les gens presque dans un état second parfois, et il leur fait prendre des décisions parce qu'il y a la transe, il y a la boucle. Ouais. Il y a cette question de la répétition, en fait. Oui, complètement. Il y a la question de la répétition aussi. Lui, c'est un animal de scène, c'est un showman. Il répète pour délivrer justement des spectacles bien huilés quand même, par respect pour son public, mais aussi parce que les gens ont payé cher pour être là, et aussi parce que il faut que ce soit efficace. Et donc, il envoie la musique des Chicago Bulls dans les années 80-90, et ça emballe le tout. Donc, il y a quelque chose de ce que tu disais au début, de l'ordre quand même du spectacle capitaliste, de le culte de la performance. On va toucher à tout ça. Mais on a essayé d'être généreux, comme le serait Coach Matt dans ses séminaires, dans la mise en scène. Donc, ça veut dire parfois refaire pas mal. Le personnage de Coach Matt est très loin de ce que tu as pu jouer avant. C'est quelque chose que tu n'as jamais incarné. Et j'aimerais savoir, je sais que c'est la réponse est non, mais quand on choisit un film... Je m'avance un peu, mais... Avance-toi, mais il y a toujours un peu des choses de soi, surtout quand on est producteur, on va chercher des sujets qui nous ressemblent. Et j'ai l'impression, même si le sujet avait été amorcé avant Monte Cristo, qu'il y a une vraie réflexion sur ton rapport à la lumière, à la notoriété, à l'impact de tes paroles, mais surtout au contrôle. Ouais. J'ai l'impression que l'enjeu de Pierre Ninette ces dernières années, ça a été de lâcher le contrôle. C'est-à-dire qu'une carrière qui s'est construite sur le contrôle, où il n'y a jamais eu quelque chose qui n'était pas calculé, minutieusement fait, c'est une carrière que tu as bâtie avec énormément de travail. Tous ces choix ont été pesés. Il n'y a jamais eu de hasard, on a l'impression. Hasard de dingue, par ailleurs. Mais en fait, s'il y a eu plein de hasards de dingue... Alors, moi, ma théorie, c'est que la politesse minimale que tu dois au public, c'est d'avoir contrôlé un minimum de paramètres. Quand on fait ce film, ces scènes, on a extrêmement bien choisi les décors, on a essayé d'être pointilleux sur les costumes, le casting. Voilà, quand on va chercher des Français qui sont chambés, cet acteur-là, par exemple, qui était à la Comédie Française avec moi, c'est une scène dure à délivrer. Ça va encore plus loin après, je spoil pas. Mais il faut les bonnes personnes. Et dans tous les domaines comme ça, je pense que c'est la politesse minimum. Et après, l'autre politesse que tu te dois toi-même en tant qu'artiste, pour te surprendre, pour te surpasser, pour aller chercher des choses que tu ne sais même pas que tu peux aller chercher pour des films, des rôles, des performances, c'est de lâcher prise. Et donc moi, j'ai toujours fait les deux. J'ai toujours fait le travail que j'ai appris au théâtre, sur les planches, à la Comédie Française, etc. C'est de bien potasser, bien préparer, mais pour que sur le plateau, tu puisses lâcher les chevaux, improviser, faire des choses pas prévues et te laisser aussi beaucoup emporter par l'autre. Comme quand on fait une interview, moi j'ai envie que tu viennes me chercher avec des questions pas prévues, des trucs que je sais pas. Quand on m'envoie les questions, la plupart du temps, je ne les lis pas parce que je compte aussi beaucoup, peut-être ça se sent moins, mais sur cette spontanéité. Et elle est nécessaire. Quand tu dois justement jouer pour un réalisateur et que tu dois être dans le lâcher-prise, et que le réalisateur, lui, il doit rendre des comptes au producteur, et que tu es le producteur. C'est chelou. Non, c'est chelou, mais après, Yann Gozlan, on se connaissait très bien, parce qu'on avait fait Un homme idéal et Boîte noire ensemble, et 2 films qu'on avait adoré faire. On est tous les 2 des gros fans de Hitchcock, de Fincher. J'adore Yann parce que c'est un gros bosseur. Donc il a effectivement cette élégance-là, et moi je trouve que dans le boulot, il y a de l'élégance, dans l'artisanat, le savoir-faire, il y a de l'élégance.
par rapport au public, par rapport aux gens qui payent pour aller voir un film, qui payent entre 5 et 15 balles pour aller voir un film. Il y a quand même un truc où on leur dit on s'est donné le plus de mal qu'on pouvait pour essayer de vous livrer un truc qu'on pense intéressant. Après, on peut passer à côté, et les gens peuvent passer à côté, etc. Mais au moins, on a essayé. On a essayé dur. Et après, oui, c'est spécial d'être producteur. C'est vrai que quand on fait des scènes avec 500 figurants comme ça, que tout le monde est en délire, et qu'il y avait des ambiances vraiment de folie, quoi. On se mettait dans des états pas possibles. Et je remercie vraiment, j'en profite, je remercie les 500 figurants des séminaires. Sans eux, on n'aurait pas pu rentrer ces scènes de transe et de catharsis collective. Et c'est sûr qu'en même temps, tu regardes un peu ta montre parce que tu sais que 500 figurants, c'est pas gratuit et que c'est des grosses journées qui coûtent cher. Et forcément, j'avais pas exactement le même rapport avec Yann. Mais néanmoins, une fois qu'on est dans le bain, on joue et on s'amuse et on se donne du mal et le jeu, il est toujours un peu le même, quoi. Qu'est-ce que ça apporte comme nouvelle responsabilité pour toi ? Alors, quand tu es producteur, tu as une responsabilité de bonne fin du film, donc de bonne livraison du film à tous tes partenaires financiers, tous les gens qui ont mis beaucoup d'argent dans un film. Il faut leur rendre un film fini, avec certains critères de durée, d'interdiction au moins de tel ou tel âge. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une bonne petite pression. Tu te dis, OK, je me suis engagé là-dedans. Donc voilà, mais moi, c'était une pression que j'ai adorée. Et puis, ça change que j'ai suivi tout le processus. Quand tu es acteur, tu arrives un peu au dernier moment. Tu te dis, OK, bon, on a déjà le décor, on a déjà le casting, les couleurs, les machins. Tu as un peu dit ce que tu pensais des costumes. Mais voilà, là, il y avait tout le process, quoi. Donc, du scénario, j'ai suivi toutes les étapes d'écriture avec les deux scénaristes. Jean-Baptiste Delafont, qui a coécrit aussi, qui avait écrit D'argent et de sang et Baron Noir. Super scénariste, ils ont beaucoup d'échanges avec lui. Et après, tous les chefs de poste, le chef opérateur qui va faire la lumière, c'est Yann qui choisit, mais on en discute beaucoup ensemble. Et comme ça, jusqu'à encore aujourd'hui, où on parle des affichages, dans quelle rue on les met, les avant-premières, où est-ce qu'on va. Et puis là, en ce moment, on cherche, et là, c'est vraiment un taf de producteur, comment sortir un peu des clous en termes de promo. Tu vois, quand on voit ce qu'a fait Timothée Chalamet avec Marty Supreme, forcément, ça donne des idées où tu te dis, OK, il faut aller chercher des nouveaux langages, quoi. Donc, quand je t'appelle, je te dis retourne dans ton lycée, tu dis oui tout de suite. Bah grave. Et puis parce qu'il y a un truc d'émotion très fort, c'est que dans ce lycée, moi, c'est pas juste j'ai pris des cours de SVT, quoi. C'est pas ça. Moi, ça a été ma vocation d'acteur qui a été vraiment ça a été ma révélation dans ce lycée où on est retourné. Donc c'était très fort pour moi. J'aimerais qu'on clique sur un autre gourou, parce que le film n'est pas une charge contre les coachs. Tu dis, voici les dérives, je vais vous parler des dérives, et on va construire un thriller à partir de quelqu'un qui a embrassé le côté obscur de la force des coachs. Exactement. Mais il y a des coachs qui connaissent un succès dans le monde entier. On a reçu l'un des plus grands sur ce plateau, qui est Deepak Chopra. Ouais. Et il donne son avis sur un personnage qui est un peu caricaturé dans le film. Tu sais, il y a des plans où tu cherches un peu la jeunesse éternelle. Et il y a ce personnage qui a eu un documentaire sur lui sur Netflix. Brian Johnson. Exactement. Ouais. Et donc Deepak Chopra réagit à ça. J'aimerais qu'on en parle. Ah, génial. And if we say in the early 21st century, what is the genius target for us, for our time and place? And I would put forward that it's the ability to stop our self-destructive behaviors and neutralize aging. It's totally ridiculous. C'est tout à fait ridicule. Ne mourrez pas, ne mourrez pas. Plus on utilise le mot mourir, plus on va mourir tôt. Et je peux vous garantir que cette folie du biohacking, qui est totalement mécaniste, n'a aucune composante spirituelle. Et tout cela est voué à l'échec. Et regardez-le. Regardez-le. Est-ce qu'il a l'air heureux? Est-ce qu'il exude l'amour, la compassion, la sérénité, la légèreté de l'être? Vous voyez ça? Ce qu'il vient de dire, c'est exactement le personnage de Coach Matt. C'est que pendant tout le film, on voit quelqu'un qui est de plus en plus malheureux. C'est-à-dire que comment donner sa confiance à un coach alors que lui-même transpire le malheur? C'est une bonne question. Je trouve ça passionnant, le débat. Et effectivement, moi, ma femme, elle est prof de yoga et elle est nutritionniste en nutrition holistique intégrative. Donc elle doit bien connaître Deepak Chopra. Elle le connaît personnellement et ils ont déjà échangé. Et c'est vrai qu'elle, pour parler de Brian Johnson, mais d'autres aussi, c'est vraiment cette nouvelle ère du bien-être où à la fois c'est super parce qu'on se tourne un peu vers notre santé mentale et c'est des trucs que nos parents n'avaient peut-être pas fait. Mais en même temps, il y a un côté très performatif. Et presque, ça devient une industrialisation, un côté très capitaliste d'aborder le bien-être. Donc, il faut le dernier gadget. Et du coup, on perd effectivement un peu le côté spirituel que Deepak Chopra ramène, de dire, en fait, cette quête, elle peut être belle, mais il ne faut pas que ça devienne un truc, comment tu dis, juste de surface, quoi. Et donc, il y a là-dedans une quête aussi, je pense, spirituelle, de se dire, OK, qu'est-ce que je fais de mon temps ?
et quelle valeur je donne à mon temps et comment je me ramène au présent, quoi. C'est toujours cette même bataille. C'est un cliché, mais comment est-ce qu'on fait pour être au présent? Qu'est-ce qui vous ramène, vous, au présent? Est-ce que toi, il y a un mantra que tu te répètes? Ça, un peu. Donc moi, le surf, le sport, les animaux, tout ça, c'est des trucs qui me ramènent au présent et je sais que c'est des trucs qui me font du bien. Donc, il n'y a pas plus présent que le regard d'un animal. Non. T'as un chien, tu sais. Ouais. Couscous. Exactement. Je pense que ça, c'est très fort. Et puis après, moi, il y a le jeu, il y a jouer. Mais ça peut être jouer dans des films, mais ça peut être jouer à un jeu de société avec mes enfants, avec des potes, jouer au loup-garou. Voilà. Ça, c'est des choses qui te ramènent au présent. Gourou, c'est un thriller. On a parlé avec le roi des thrillers, David Fincher, de pour lui qui était le plus grand méchant qu'il ait jamais filmé. Pour plein de gens, c'est Seven. Pour moi, c'était Mark Zuckerberg. On écoute. So you don't think it's one of your scariest characters ever? I don't think so. No, I think he definitely had some interpersonal issues. Because the movie starts about his conversation with that girl who creates so much frustrations. It looks like the bone of a serial killer. Yeah, you see the original scene, you know? Yeah, but the notion of serial killers are sociopathic. I don't know how sociopathic Mark Zuckerberg is and or was in real life. I know from some communications that he was harsh, and I know from what some people said about him that, and people who had seen the movie, that we got close. Est-ce que Matt Vasseur est un sociopathe? Je ne crois pas que ce soit un sociopathe. Nous, c'est pas ce qu'on voulait faire avec Yann Gozlan. On voulait que ce soit quelqu'un qui démarre en étant, d'une certaine manière, quelqu'un qui croit très fort à ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il est plutôt bon dans ce qu'il fait. Il fait appel aux neurosciences, il fait appel à plein d'outils vraiment intéressants pour aider les gens à sortir de leur cycle, à aller accomplir leurs rêves, à remettre de la discipline dans leur vie, tout ce qu'on cherche tous un peu, quoi. Et encore une fois, c'est un mec qui est bon, c'est un mec qui est malin, c'est un mec qui est charmant. Et c'est un mec qui croit dur comme fer à ce qu'il fait. C'est pas un cynique qui essaie de faire de l'argent. Et je pense que ce postulat, il est intéressant parce que l'enfer qui va s'ouvrir sous ses pieds est souvent pavé de bonnes intentions. Et c'est un mec qui a des très bonnes intentions envers ses clients, ses patients, ses adeptes. Enfin, ça va devenir un délire un peu fanatique, quoi, avec certains, quoi. On voit le personnage d'Anthony Bajon qui livre une performance, je trouve, exceptionnelle dans le film. Ouais. Il est vraiment borderline, quoi. Et c'est passionnant parce que tu vois un mec qui est fragile, qui a besoin d'aide. Et puis après, tu vois un autre gars aussi, quoi. Et surtout, quand on voit le personnage, on n'imagine plus personne à part Bajon le jouer, ce mec-là. Ça, pour moi, c'est toujours le plus grand compliment que tu puisses faire après avoir vu un film. C'est de dire, mais personne d'autre aurait pu faire ça. Les mots n'appartiennent qu'à cet acteur. Il n'y a même pas de scénario, il n'y a plus de papier. Ça sent que de la vie, que de l'incarnation. Donc, on lui passera le message. J'espère qu'il regarde l'émission parce que c'est un acteur incroyable. Et je suis d'accord, une fois qu'il joue le truc, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et j'ai eu le même effet avec Holt McCallany, qui joue donc le mec dont Coach Matt est fan, parce que lui aussi, il a un gourou. Voilà. Et Holt, il a joué chez Fincher, dans Mindhunter, dans Mission Impossible. Dans Mission Impossible. Alors, pas avec Fincher, mais voilà. Et avec Fincher, il a aussi fait Fight Club. Il est dans Fight Club. Ouais. Donc, j'ai adoré jouer avec lui. Et pareil, lui, à chaque fois que je pense à un coach ou à Tony Robbins, maintenant, j'ai la tête de Holt McCallany qui arrive. La mâchoire, le charisme, le truc. Dès que j'ai tourné avec lui, il avait fait la formation de Tony Robbins, qui est le plus grand coach au monde, parce que les ricains, ils rigolent pas, il était allé à fond. Et c'était le gars, quoi. On va cliquer ensemble sur plein de choses, mais d'abord sur des choix que tu as faits. Et c'est pas des choix anodins. Tu as commencé par Le Dictateur de Charlie Chaplin. On regarde. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security.
By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Comment on doit le lire maintenant, ce discours? Comment on doit le Mais pas la chair de poule? Ça me fout la chair de poule à chaque fois que je le vois. En fait, c'est moi, terrifiant. Ça m'émeut, ça me bouleverse. Mais moi, là, ça me terrifie. Ah ouais. Ça te terrifie parce que Chaplin te terrifie? Non, ça me terrifie parce qu'on n'a pas bougé, en fait. Ah ouais, ça... Je crains que ce soit peut-être un truc un peu éternel, mais il ne faut pas être fataliste non plus. Mais ça répond tellement à ce qui se passe partout, de Javier Milei à Donald Trump, évidemment, aux brigades ICE qui vont dans la rue. Il parle quand même beaucoup des machines aussi, quand même. On est vraiment face à la machine, là, maintenant. Qui promettent le bonheur. Ouais, et de dire où est la place de l'humain dans tout ça. Et si ces machines ne nous enlèvent pas un poids des épaules et retirent du travail des gens sans leur offrir, par ailleurs, une qualité de vie qui serait meilleure, quel intérêt d'avoir fabriqué ces machines, si ce n'est l'intérêt de quelques happy few? C'est toujours le même problème, la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns et la publication, d'une certaine manière, privatisation des gains, publication des pertes. En fait, presque, c'est les gens qui payent les pots cassés de tout ce qui ne va pas, de toutes les banques qui font faillite. Et voilà. Donc, je trouve ça passionnant. Je trouve ce speech un grand moment de l'histoire du cinéma. Ça a été une claque monumentale pour moi. Le courage qu'il a fallu, la guerre n'est pas finie quand il fait ça. 39-45. Donc Hitler est encore là. Et l'audace et le courage dont lui fait preuve à ce moment-là nourrit beaucoup le débat aujourd'hui de les artistes ne devraient pas prendre parti, les artistes ne devraient pas faire de la politique. C'est de la politique que Chaplin fait là. Je ne dis pas que les artistes devraient tout le temps prendre parti sur tous les sujets. Et je comprends bien qu'il y a débat parce qu'il y a match, parce qu'on fait partie de ces happy few, d'une certaine manière, quand même, on est favorisé. Mais néanmoins, cet engagement-là, par exemple, il est magnifique. Alors, il est dans un film, et moi, je pense que c'est une bonne réponse. C'est via notre talent et via des films qui, en plus, sont très drôles et divertissants et poétiques comme celui-là. Mais c'est incroyable, ce speech. Et effectivement, ça répond tellement bien à l'époque, encore aujourd'hui. Ouais. On est venu te chercher, toi, sur ces questions-là? Souvent, on nous demande notre avis, et je comprends aussi que les gens ils disent « Mais pourquoi vous demandez à des acteurs leur avis comme si c'était spécialiste en quoi que ce soit ?» On est spécialiste de rien, nous on est spécialiste des émotions et de l'empathie. Mais néanmoins, j'ai du mal à désavouer mon statut de citoyen. J'aime pas non plus quand on vient me dire de quel droit tu te exprimes là-dessus, t'es acteur. Bah oui, mais enfin, avant d'être acteur, en fait, je suis quand même citoyen français, que je suis né dans ce pays. Moi, je suis allé à l'école publique, j'ai évolué dans ce pays-là, j'ai voix au chapitre, en fait. Donc certes, on a une tribune plus grande, et je comprends que ça implique peut-être des responsabilités un peu différentes, mais néanmoins, vous ne m'ôterez pas ma voix de citoyen, quoi, c'est mort. J'aimerais reparler d'un moment où, en fait, on a discuté avec ton prof de théâtre, qui lui était très ému parce que tu parlais tout le temps des profs. Ça l'avait bouleversé. Et en fait, quand on voit à quel point ça les touche que les gens aient des paroles pour eux, ça dit beaucoup des gens qui n'en ont pas pour eux. Peut-être, mais je pense que le problème, c'est pas un truc individuel de dire il faut qu'à un niveau individuel, chacun parle plus de ses profs. Le problème, il est, encore une fois, structurel. Et c'est pareil avec le coaching, où on dit beaucoup aux gens, c'est votre santé mentale qui ne va pas, c'est à vous de la régler. Si vous n'arrivez pas à bien manifester ce que vous voulez et vous n'arrivez pas à devenir millionnaire ou à devenir la meilleure version de vous-même, c'est que le problème est chez vous. Et en fait, ça fait abstraction, c'est remettre toute la charge sur l'individu en faisant abstraction des déterminismes socio-culturels d'une société qui elle-même est malade. Et ça, c'est problématique. On a des cartes dans les mains, mais on n'a pas toutes les cartes dans les mains. On est un peu en Texas Hold'em, il y a quand même des cartes sur la table, quoi. Donc ça, les coachs, mais aussi dans la vie, dire aux gens, le problème est structurel avec l'éducation nationale et avec tous les services publics. Il n'y a pas assez d'argent. À chaque fois que je viens de voir, je le redis, mais c'est en train de se déliter les services publics. J'aimerais bien que tu le redises plus, donc tant que ça existe, redis-le. Non, mais il y a un problème. Quand vous allez voter, je vous en conjure, si vous pensez que les hôpitaux publics, qui sont notre bien public, et que le fait en France qu'on ne paye pas l'hôpital quand on y va, et que donc quand tu es plus riche ou plus pauvre, tu n'es pas forcément mieux ou moins bien traité. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que les plus riches vont dans des cliniques privées. Donc voilà, libre à eux. Mais au moins, il y a, contrairement aux États-Unis, le moyen, même si tu es très pauvre,
pauvre, même si tu es en galère et que tu as 4 enfants et que tu n'as presque pas de quoi les nourrir, tu peux aller à l'hôpital et tu peux faire soigner ton enfant. Tu peux te faire soigner toi. Si ça vous tient à cœur. Si l'école publique, où il y a un brassage social, moi, quand j'étais à l'école, j'ai fait que l'école publique, on allait à l'opéra, au théâtre et tout. Il y avait des gens dans ma classe qui étaient jamais à la théâtre, jamais à l'opéra. Ils découvraient totalement ça. Et aujourd'hui, ils sont artistes. Je vous le dis, je vous le signe. S'il n'y avait pas eu l'école publique dans leur vie à ce moment-là, avec un enseignement de qualité, ils n'auraient pas pu se sortir de ce déterminisme social-là, de la route qui était tracée pour eux. Et si ça vous tient à cœur que les pompiers puissent venir secourir qui que ce soit dans un incendie sans regarder qu'est-ce qu'ils gagnent ou c'est quoi leur religion ou leur couleur de peau, alors vous tenez au service public. À partir de ce moment-là, regardez bien le programme des gens pour qui vous votez en matière de service public, car aujourd'hui, ils sont exsangues. Les gens font la queue dans les couloirs et on a de plus en plus un service public qui ressemble un peu à des pays qui n'ont vraiment pas les moyens. Or, on est quand même une puissance mondiale, donc il y a un problème de répartition. Il faut revaloriser ces boulots, il faut revaloriser les profs. Et oui, ils sont émus quand on parle d'eux parce qu'ils sont très oubliés tout le reste de l'année. Et on a un peu ces clichés où on dit « Ah, beaucoup de vacances, c'est des flemmards ». Allez être prof 3 mois, vous allez voir ce que c'est de répéter ça, de rabâcher avec un niveau d'attention réduit, avec des jeunes qui sont sur les écrans, parfois en difficulté. C'est le plus beau métier du monde et c'est le métier le plus dur du monde aussi. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que père de famille, tu as des interrogations sur la génération de tes enfants, sur les défis qu'ils vont devoir être amenés à traverser et sur la France qu'ils risquent de connaître ? Je suis honnêtement un poil inquiet, quoi. Je ne veux pas casser l'ambiance, évidemment, mais c'est dur là d'être optimiste. Donc moi, j'essaie de donner un bagage, elles sont jeunes, mais j'essaie de donner un bagage. Et je pense qu'il faudrait effectivement aussi que dans les écoles, il y ait maintenant un bagage qui leur soit donné, ne serait-ce qu'analytique. Pourquoi est-ce que ces infos-là passent devant moi ? Est-ce que je peux vérifier si ce n'est pas de l'IA, si c'est vrai ou pas ? Parce qu'on on est clairement en train d'entrer dans cette problématique. Moi-même, je ne sais plus quand je regarde des trucs. Hein. Puis il y a des telles aberrations avec le néo-populisme, le néo-fascisme ambiant, tu vois, qu'on ne sait plus. Tu te dis, ça paraît énorme, mais en même temps, point où on en est là, avec Trump et tout, tu te dis, bon, peut-être. Et donc, effectivement, amener les jeunes à se questionner toujours sur pourquoi on me donne cette info, qui me la donne, a-t-il un intérêt à me la donner, et quelles sont les sources. Guru fonctionne avant tout parce qu'il y a une intensité de jeu assez dingue, et c'est ce qui fait, parce qu'en fait, jouer un personnage comme ça, c'est jouer t'es sur une corde raide, en fait. Il y a 1 million de façons de se foirer sur un tel rôle, de quelqu'un qui doit embarquer les foules et tout. Et ça me fait penser à un autre film qu'on aime beaucoup, qui est Night Call. Ouais. J'aimerais qu'on regarde un extrait, voir si cette scène, à un moment, elle t'a parlé pendant ta prépa. Avec plaisir. Now, I like you, Nina. And I look forward to our time together. But you have to understand, 15,000 isn't all that I want. From here on, starting now, I want my work to be credited by the anchors and on a burn. The name of my company is Video Production News, a professional news gathering service. That's how it should be read and that's how it should be said. I also want to go to the next rung and meet your team, and the station manager and the director and the anchors, and start developing my own personal relationships. I'd like to start meeting them this morning. You'll take me around, you'll introduce me as the owner and president of Video Production News and remind them of some of my many other stories. I'm not done. I also want to stop our discussion over prices. This will save time. So when I say that a particular number is my lowest price, that's my lowest price. And you can be assured that I arrived at whatever that number is very carefully. Now, when I say that I want these things, I mean that I want them. And I don't want to have to ask again. And the last thing that I want, Nina, is for you to do the things that I ask you to do when we're alone together in your apartment. Not like the last time. Est-ce que ça fait partie de tes inspirations ? C'est flippant, hein. Complètement. C'est un film qu'on adore avec Yann Gozlan, le réalisateur de Guru, dont on parle souvent. C'est un film qui est passé un peu sous les radars, qui est un film qui est un film indé américain, pas très cher, mais où je trouve que Jake Gyllenhaal livre sa plus grande performance. Et à la différence de Coach Matt dans Guru, lui, c'est vraiment un sociopathe à la seconde 1. Et pour autant... C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour vendre des images à une chaîne de télé. C'est sur le voyeurisme américain, justement. C'est un mec qui va filmer les accidents quand ils viennent d'avoir lieu, quand il y a encore du sang. Ça lui arrive de rentrer chez les gens pour aller filmer l'endroit où il y a eu une tuerie et tout. Tu l'avais vu, Network de Sidney Lumet ? Non, je ne l'ai pas vu celui-là. En fait, c'est comme s'ils avaient refait Network, sauf qu'ils sont passés de l'ère des émissions de plateau, où les gens sont prêts à tuer en plateau, sauf que là, c'est les gens sont prêts à tuer pour du reportage. Et là, je vais le regarder déjà. Et la prestation là, de Jake Gyllenhaal, je crois qu'il avait décidé de cligner très peu des yeux, d'avoir les yeux assez écarquillés comme ça. Et je trouve ça étonnant comment on arrive à suivre un monstre moderne
et à jamais décrocher, alors que le mec est vraiment flippant, froid, calculateur, et en même temps, il y a un truc qui nous fascine. Et ça, effectivement, l'effet de sidération, de fascination, c'est un truc sur lequel on voulait jouer dans Gourou, qu'une scène sur deux, tu comprends ses arguments, quand il te dit, c'est quoi, moi j'essaie de faire du bien à des gens dans une société qui va très mal, il est où le problème ? Surtout, c'est que tu arrives à faire un personnage qui est flippant quand il est sympa. Ouais. C'est-à-dire que quand Coach Matt cherche l'amour, il crie, il hurle, il embarque, il répète. Mais par contre, quand il est flippant, parce que c'est un rôle flippant, il sourit, il est sympathique, il est avenant. Enfin, c'est dur d'inverser comme ça l'épaule. Ouais, j'adore cette zone où effectivement les choses s'inversent et où le doux devient glaçant et le violent devient presque le moment où il est le plus humain, en fait, et il explique quelque chose. Et d'ailleurs, dans les séminaires, ce que j'aimais bien, c'est que là, je pense à un séminaire où il parle à un moment de la famille et tu as vraiment ce qu'il dit et la sous-lecture de toi, ce que tu sais maintenant du film et ce qui est en train de se passer en fait en coulisses. Et du coup, il y avait 2 niveaux de lecture hyper intéressants, quoi. Ce qu'il donne aux gens et la vitrine, quoi, et puis ce qui se passe en coulisses de ce développement personnel, de ce coaching. Et c'est un personnage que j'adore. J'invite les gens à découvrir ce film. Il est glaçant et en même temps, il est génial. Et il y a Riz Ahmed qui débutait, qui est un acteur exceptionnel et il joue son stagiaire et c'est très drôle en même temps. Ça qui est fou, c'est qu'il y a des scènes très très drôles, notamment la scène où Riz Ahmed veut négocier son salaire et c'est un gars qui a tellement aucune notion de comment négocier, qui se fait bouffer et il a pas les armes, quoi. C'est très drôle. Et Riz Ahmed, je sais pas si tu as vu cette comédie, pour moi c'est son meilleur rôle dans la comédie que je préfère de Riz Ahmed, c'est Four Lions. Évidemment, j'adore ce film, sous les radars aussi, sur des terroristes. Alors déjà, faut y aller, cette comédie, et moi je trouve que cette audace, vraiment bravo. Il y a eu un film en France, Heureux Gagnant, c'est pas Four Lions. C'est un film à sketch où le premier sketch, c'est ça. C'est des mecs qui veulent faire un attentat et moi je trouve qu'il faut y aller. Quand on a la bonne écriture évidemment et qu'on sait de quoi on parle à peu près, il faut aller dans ces zones-là où on n'ose pas plus aller. Et Four Lions, effectivement, c'est la préparation d'attentats par des terroristes qui sont des branques. Et ça crée des trucs très très drôles. Exceptionnel. D'ailleurs, ça me fait penser il y a une scène moi que j'adore de Fiasco, c'est quand le mec se multi-cancel en plateau. Non mais où vraiment vous expliquez genre tout ce qu'on ne peut plus faire, tout ce qu'on n'a même plus le droit de dire sur un plateau de cinéma, où le héros enchaîne toutes les conneries. Ouais, toutes les bourdes, ouais. Toutes les conneries. Ouais, toutes les gaffes. Est-ce que toi, tu as des zones comme ça où tu n'oses pas aller ? Des trucs où tu dis non mais là, on ne peut plus rire là-dessus, on ne peut pas le faire. Moi, je suis partisan de dire un truc. On dirait jamais à un journaliste, mais tu peux pas traiter ce sujet-là, c'est impossible. T'as pas le droit de parler de ce sujet dans une émission. On dirait pas ça, parce qu'en fait, un sujet, tout dépend comment tu le traites. Mais c'est pareil pour l'humour, c'est pareil pour la comédie. Tu peux pas dire à un humoriste, oh là là, ce sujet, c'est trop touchy pour que t'en parles. Tout dépend de la vanne. Et Ricky Gervais, il en parle très bien de cette liberté de comédie et de cette liberté d'expression en général. Tout dépend de la vanne, tout est sur la customisation de cette vanne. Est-ce que toi, en tant que producteur, la comédie, c'est un terrain qui te chauffe encore ? Complètement, ouais, complètement. Je développe un sujet là avec un réal qui vient plutôt de YouTube et ça m'excite beaucoup d'aller chercher des gens à droite à gauche, des réalisatrices, des réalisateurs dans les écoles, sur Internet et d'aller chercher des sujets de comédie qui n'ont pas encore été faits, qui bousculent un peu justement. Et là, on est dans ce projet-là que je développe avec 90 Films, on est sur mi-horreur, mi-comédie. Et ça m'intéresse. Et le projet avec McFly et Carlito ? Non, malheureusement, je pense que ça ne va pas se faire, Feuilleman. C'est comme ça, c'est un peu la vie aussi des films. On avait le momentum, on était bien, on était chaud, le temps d'écrire, des problèmes de planning, des trucs de budget, de machin et tout. Et en fait, on arrive à un moment, on se dit, ça y est, c'est plus le temps que maintenant. Alors, un film, ça met quand même 2-3 ans à se faire et à sortir. On sentait plus le moment. Et j'espère refaire des trucs avec McFly et Carlito parce que je les adore et que j'ai commencé mes incartades sur YouTube avec eux et j'ai adoré ça. On va faire un tour sur la playlist. On a plein de choses. Yes. J'aimerais qu'après Fiasco, on parle de François Civil et de votre amitié. Ouais. Et pour moi, il y a un duo de cinéma, c'est celui qui est dans Will Hunting. Est-ce que tu l'as aimé, ce film ? Comme tout le monde, hein. Je crois qu'il n'y a personne qui n'a pas aimé Good Will Hunting. C'est perfection d'écriture, fraîcheur de ces deux acteurs qui... Je parle de Ben Affleck et Matt Damon qui ont écrit le film, qui débarquaient et tu sens la pureté des artistes que c'est. Parce qu'après, ils se font évidemment prendre dans la machine hollywoodienne et on peut se dire c'est des mecs hors sol et tout, mais à la base, c'est ces deux gars-là, quoi. Et puis, il y a une pureté dans ce film, quoi. On sent effectivement quelque chose de tellement qui vient du cœur de la part de Robin Williams et Ben Affleck. Et puis, ils sont à leur prime et tout est parfait. C'est un film parfait, quoi. Et surtout, leur amitié continue dans le travail. Là, ils viennent de changer les règles de Netflix. Ouais, j'ai vu ça. C'est-à-dire que normalement, des réalisateurs, des producteurs sont payés une seule fois par Netflix parce qu'après, les vues sont assez opaques. Ils ne savent pas combien
rapporte le film. Là, ils ont dit non, nous, on va changer le jeu. On veut que si le film dépasse tant de vues, tant de connexions, l'équipe touche de l'argent en plus, touche du bonus. C'est important de changer les règles aussi. Je suis totalement d'accord, c'est hyper inspirant de faire ça et c'est la preuve que parfois on peut un petit peu faire changer le système. Et c'est vrai que ma volonté en tant que producteur aussi, c'est parfois changer un petit peu les règles du jeu. Et quand t'es prod, déjà, tu peux un peu plus te permettre de faire peser ton poids et le poids que j'ai la chance et le luxe d'avoir aujourd'hui dans la balance. Mais c'est un système, quoi. Et le système, il est fort. Et donc, faut pas se leurrer. Quand 2 méga stars internationales arrivent à faire infléchir Netflix sur quelque chose, ça veut pas dire que tout le monde va y arriver derrière. Et malheureusement, est-ce que c'est pas le bon storytelling? Et c'est bien qu'il l'ait fait, hein, évidemment, c'est génial. Et voilà, mais du coup, ça fait un storytelling où tout le monde se dit, bah, les mecs sont super. Et c'est vrai. Mais néanmoins, ça résout pas le problème systémique. Mais c'est déjà un bon signal envoyé, effectivement. Et j'espère qu'en tant que producteur, dans les années à venir, si Dieu veut, si je continue, si voilà, je crois pas en Dieu, je veux dire si quelque chose veut. Si tu veux déjà. Si je veux, mais que parfois on peut changer un peu les règles des choses, tu vois. L'amitié, c'est un bon moteur pour pouvoir changer les choses. J'aimerais qu'on l'écoute, Matt Damon, sur sa relation avec Ben Affleck. What is your definition of a clique? A really tight group of friends, yeah, and you know, for me, that would be kind of, you know, Ben, and, you know, however many years we've been friends, and 40-something years or whatever, and through all the stuff we've done, and now this new adventure of trying to build this company to use all of the experience we've had making movies, all of the friendships that we have, and try to make that click bigger and bigger with people in our business, and get them paid what they deserve to be paid, and make movies that we think are great, and take kind of charge of our own lives. Est-ce que tu te vois comme ça dans le futur avec ta clique de potes? Aussi beau gosse, aussi musclé que lui déjà. Parce que là, pour le film de Christopher Nolan, il est stocko alors qu'il a je sais pas quel âge, 50, 60, 50. Ou on ne sait plus. Ouais, on sait plus. Je le trouve vraiment très touchant, Matt Damon, toujours. J'ai fait une soirée folle, je viens de me rappeler. À Berlin, je toquais à une porte où je devais rejoindre Jean Dujardin. Et je toque, et c'est Matt Damon qui m'ouvre. Et je rentre, et il me dit « Ah, Jean dit, ouais, c'est un pote à moi et tout. » Il présentait Monuments Man. Et là, il me présente aussi George Clooney. Juste derrière, et il m'assoit avec George Clooney, je me retrouve... Moi, j'avais fait Yves Saint Laurent, j'avais pas fait tant de films que ça, quoi. Je me retrouve assis avec George Clooney qui me raconte une histoire en anglais hyper vite sur ce qui venait de lui arriver dans l'ascenseur et tout. Et partout où je tournais la tête, il y avait que des restas dans un espèce d'appartement berlinois. Et le gars, tu sentais que c'était un bon gars, quoi. Je sais pas comment dire, quoi. C'était un gars franc du collier, sympa, qui veut te faire sentir bien. Et bon, c'était juste une soirée, hein, c'était un peu lunaire, mais j'en garde un très bon souvenir quand même. Et puis ouais, ça me parle et tu vois, j'aime bien la manière dont il aborde ce métier, ils abordent la production et le fait de rendre aux équipes, vraiment d'avoir l'idée toujours de ce collectif. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec le théâtre, quoi, et que tu as un sens du collectif au théâtre. Tu as un sens de qui fait quoi, la lumière, il faut un temps de travail pour la technique et tout. Là où au ciné, tu arrives, tout est prêt, tout est fait. Tu es très protégé, tu es dans une bulle au cinéma. Et le théâtre m'a amené à avoir une conscience peut-être plus collective. Et pour ça, je suis super content. Et puis surtout d'avoir la même intensité avec Michel Gondry que sur Monte Cristo. C'est le but, ouais. C'est hyper dur d'avoir cette flexibilité et d'avoir cette façon de tenir la même intensité, quoi, tout simplement. On essaye, ouais, on essaye. C'est le but du jeu, quoi, c'est de jamais perdre l'émerveillement, d'être toujours à 600%, encore une fois, par politesse pour toi-même, mais aussi pour les spectateurs qui viennent voir les films. Et quel que soit le personnage, et quel que soit le procédé aussi. Parce que parfois, moi, les gens, c'est des trucs de chapelle et de cinéma, j'ai l'impression qu'ils peuvent avoir la sensation de oui, Pierre, il fait des gros films et tout. Mais moi, je fais le film de Michel Gondry, c'est un film fauché qu'on fait dans la maison de sa tante, dont il a à peine fait le deuil, et où on tourne en moitié en impro dans les calanques à côté, et dans la maison, dans le garage et tout. Et puis, il faut rappeler aussi ce que c'est pour un acteur qui sort d'un succès comme toi d'aller faire Michel Gondry, à un moment où lui, il est en délicatesse avec l'industrie du cinéma, où Michel Gondry, c'est quelqu'un qui a dû nous passionner, nous faire rêver. Toi et moi, quand on était ados, on voyait ses clips, ses courts-métrages, tous ces films m'ont traumatisé. Et c'est génial d'aller rendre au mec qui t'a fait rêver, alors que lui, dans sa vie, ça va pas fort. Alors, dans sa vie perso, effectivement, il a connu des embûches, et c'est ce qu'on racontait dans ce film, Le Livre des Solutions. Après, je te cache pas que
dans les pauses, il travaillait sur un truc, je disais c'est quoi? Il me disait je fais une comédie musicale pour Pharrell Williams, donc ça va pour lui. Hein. Ouais. Qui a été rejeté. Qui a été quoi? Rejeté. Ah bon? Oui. Ils l'ont pas fait? Non, ils l'ont pas fait. Ah ouais, tu me l'apprends. Parce qu'ils l'ont tourné quand même. Hein. Ouais. Putain. Ouais, le coup dur. Mais moi, je serais toujours là pour toi, Michel. Non, mais tout ça pour dire que moi, j'aime m'aventurer dans des contrées de cinéma que je connais pas. J'aime me fondre dans des méthodologies que j'ai jamais fait. Et si demain, je devais faire un film où fallait rien apprendre, venir à l'arrache et tout, j'adorerais ça du moment qu'il y a une bonne histoire et une bonne raison de le faire, quoi. Il y a un studio que tout le monde rêve de faire en français, A24. Ouais. J'aimerais qu'on clique ensemble sur moi, ma production préférée, qui est également la tienne, c'est Get Out. Ouais. De Jordan Peele, qui est à la base un mec de comédie. Complètement. Key and Peele, qui sont peut-être les mecs les plus drôles au monde. Exactement. Et qui a réussi, en un film, en prenant le genre de l'horreur, genre vers lequel tu veux aller aussi apparemment, de réussir à faire un film extrêmement politique, extrêmement pertinent, et qui raconte, en plus de la charge raciale qui est racontée dans le film Get Out, la charge de l'époque, la pression, et c'est quelqu'un qui est face à toute l'Amérique d'aujourd'hui, concentré dans sa belle famille. Ouais. On regarde. C'était brillant. What about your mother? What about her? Wait, are we? Where were you when she died? I don't want to think about that. Home. Watching TV. Do you hear the TV? What do you hear? Rain. Rain. It was raining. You hear the rain? Mm-hmm. You hear it? Find it. Tell me when you found it. Come here, Chris. Look at me. Found it. Where was your mom? She was coming home. She wasn't home. From work? And what did you do? Nothing. Nothing. I just sat there. You didn't call anyone? No. Why not? I don't know. I just thought that if I did, it'd make it real. You're so scared. You think it was your fault? How do you feel now? I can't move. Parce que Get Out, il faut quand même que les gens connaissent ce film. C'est le classique contemporain par excellence. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il a gagné, je crois, un meilleur scénario, de Oscar du meilleur scénario, mais il aurait pu en gagner beaucoup plus. Et il y a une perfection. Alors, Jordan Peele n'a pas réussi à être au niveau aussi bon, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que impossible. Get Out. La marche était très haute. Il fait quand même des films, ceci dit, passionnants. Et effectivement, c'est peut-être l'acteur de comédie de Jordan Peele, le réalisateur le plus drôle que je connaisse. Donc, il fait, avec Key & Peele, avec cet autre acteur extraordinaire aussi, ils font un duo de comédie. Et à chaque fois, je dis, si vous avez le blues, mais allez juste voir ce qu'ils font. C'est des petits sketchs. Et c'est hilarant. Moi, c'est ce qui me fait le plus rire. La marche haute, tu l'as atteint avec Monte Cristo, en termes de succès public. Est-ce que c'est quelque chose, tu t'es dit, voilà, ça m'est arrivé une fois déjà, c'est une bénédiction, je continue ma carrière comme c'était avant, ou il y a quand même cette envie de le reproduire? Non. Ah non, surtout pas. Surtout pas, et puis c'est impossible. C'est un truc qui nous échappe complètement. Le nombre de gens qui sont allés voir le film, le succès, les retours et tout, c'est un truc qui t'arrive une fois dans une vie, possiblement.
A priori, ce sera ça. Statistiquement, c'est un truc qui arrive qu'une fois, et tant mieux, c'est très bien, et il faut le prendre comme... c'est déjà génial, mais il ne faut pas se mettre dans un stress de dire qu'il faut refaire ça et tout. En plus, si tu essaies de refaire, les gens, ils le voient, ils le sentent, il faut être sincère. D'où Guru, qui est un film très différent, très contemporain, plus ancré dans un truc sociétal. Et je voulais un film très différent après Monte Cristo. Et en même temps, le point commun, c'est quand même la générosité en mise en scène, en péripéties. On a essayé de faire quelque chose de divertissant, bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, Monte Cristo? Est-ce qu'on dit monsieur? Alors, on m'appelle le monsieur le comte parfois. Et à chaque fois, je dis que je cacherais bien trop mal que en fait, ça me fait extrêmement plaisir. Et que monsieur le comte, je trouve ça classe. Et que j'ai toujours trouvé ce personnage, je veux dire, en dehors du film, le personnage du roman, extrêmement élégant, romanesque. Et ça fait rêver, quoi. Donc, quand on m'accueille dans un hôtel où des gens dans la rue me disent « Bonjour, monsieur le comte », j'ai un petit kiff intérieur. Mais est-ce que c'est pas le monsieur qui te fait vraiment plaisir parce que t'es passé de... Non, ça me fout un coup de vieux. Ça. Ah ouais? Ah bah ouais. Quand les jeunes dans la rue me disent « Monsieur, je peux faire un selfie », c'est comme tout le monde. Je fais « Attends, je suis Jones ». Non, mais... Non, c'est monsieur le comte. Et Edmond Dantès, ça me fait très plaisir aussi. Parce que, encore une fois, pour moi, il y a le côté super-héros, double facette et toute la tragédie que porte ce personnage d'Edmond Dantès qui m'a fait tant rêver. Je trouve ça classe. Je trouve que c'est un univers classe. Et puis, c'est le père des super-héros français, enfin, des super-héros mondiaux, mais il est français. Donc, cet ADN-là, je le trouve classe. Donc, continue à m'appeler monsieur le comte, ça me va très bien. Si demain, les US t'appellent pour un film de super-héros, si on te dit, voilà... à la fin du prochain MCU, ils vont tous mourir. C'est ce qui va se passer, je spoil. Oh, waouh, tu vas avoir des gros problèmes, toi. Si on te dit, il faut un nouveau Spider-Man. Spider-Man, tu me prends par les sentiments, parce que j'ai vraiment grandi avec les comic books de mon père qui m'a redonné dans ses vieux cartons. Je les ai perdus, c'est une catastrophe. Mais donc, j'ai grandi quand même avec ça. Et à chaque fois que je repense à ce super-héros, moi, comme prod, tu viens me le pitcher, jamais je le fais. Tu me dis, alors, c'est un super-héros. Je dis, ah, génial, un super-héros, ouais. En fait, il a les pouvoirs d'une araignée. Mais déjà, c'est pas vendeur du tout, quoi. C'est nul. Et ma première réaction, évidemment, c'est de te dire, mais gars, tout le monde a peur des araignées. Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Et non, et en fait, il peut lancer des toiles, un peu comme s'il pissait des toiles, ou un peu comme si c'est un peu en blanc, un espèce de liquide blanc. Mais gars, mais dans quel monde tu vis? Dans quel monde tu penses? Et en fait, c'est le super-héros qui est le plus cartonné au monde et que j'adore. Moi, je te verrais bien dans un Marvel. Voilà. Écoute, je pense que ça peut arriver. Mais peut-être un jour, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est dur, quoi, tu vois. On voit, et même les Français, quand ils y vont et tout, c'est dur. C'est dur de faire un truc bien, puis c'est devenu très, très standardisé, les films de super-héros. Donc, s'il y a un twist intéressant, un angle et tout, pourquoi pas. Mais sinon, on est très bien servi en France. L'Amérique, ça te fait pas rêver? Ça m'a fait rêver. Ça me fait beaucoup moins rêver maintenant, mais ça fait déjà des années que je dis, faut redéballer le tapis rouge aux Français, qui sont au niveau des Américains, et on a une industrie du film en France qui est extrêmement libre, extrêmement créative. Mais pour ça, il va falloir protéger notre système d'exception culturelle, nos intermittents du spectacle qui permettent à des très très bons techniciens, comme sur Monte Cristo, de faire un film de cette ampleur, avec cette gueule-là. Et pour ça, il va falloir protéger tout ça, et il va falloir se méfier effectivement, encore une fois, des gens pour qui on va aller voter, et des hommes politiques qui te disent non, mais il y a trop d'argent dans le cinéma français. Ouais, mais si on a Audiard, et si on a eu ce passé extraordinaire, Audiard père, Gabin, etc., machin, c'est parce qu'on a pris soin de notre cinéma depuis des années, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est envié dans le monde entier. Donc quand les gens disent les films français c'est pété, bah déjà je peux vous donner une liste si vous voulez de films français qui sont vraiment pas pétés, et en fait il y en a plein. Et surtout, et il n'y a pas tant d'argent public que ça quand on voit et en fait, ce que Canal Plus met dans le cinéma. C'est ça. C'est un cliché. En fait, les gens sont persuadés que c'est de l'argent public, des impôts, mais en fait, c'est le CNC. Et juste en 2 secondes, le cinéma français s'autofinance. C'est-à-dire quand les films marchent en salle, et même les films américains, quand ils viennent sur notre territoire, quand ils fonctionnent, ils doivent redonner de l'argent qui lui-même est réinjecté dans des films qui sont parfois plus auteurs, plus créatifs, plus libres, voilà. Et donc ça permet de nourrir de manière très très saine finalement le cinéma, et qui fait qu'on a des artistes de fous comme Justine Triet qui maintenant dans le monde entier est vénérée à juste titre. Et qu'on peut aller voir un film ambitieux comme Guru en salle, parce que tout à fait. C'est un film où on voit l'argent à l'écran. Et ça, c'est un boulot de producteur. Complètement. Moi, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas, c'est d'être généreux à l'image, que voilà, ces grandes scènes de séminaire, Yann, il voulait des grands effets de grue et tout machin, et des moments, des scènes beaucoup plus intimes, et jongler entre les deux, c'est vraiment cette espèce d'accordéon qui donne le côté schizophrène au film aussi. J'ai l'impression que les gens qui mettent aujourd'hui un ticket pour voir un film, ils veulent voir ça à l'écran, ils veulent du spectacle. Quand on a vu le succès de Monte Cristo ou La Guru, on sait qu'on se dit, on va voir un film à grand spectacle.
Ouais, je mettrais un bémol à ça, qui est que moi, je pense que les gens aussi peuvent payer pour une expérience qui n'est pas forcément un truc blockbuster ou grand spectacle, et que c'est la force des films français aussi. Anatomie d'une chute, c'est un film extraordinaire. Et c'est un film où c'est pas du grand spectacle, c'est un film super smart avec des dialogues ciselés, avec un sens du débat, un sens aussi de la forme et du fond. Et en fait, c'est pas du grand spectacle, mais c'est brillant d'intelligence. Mais c'est aussi totalement un truc pour lequel je pense les gens sont prêts à payer. Et il y a plein de promesses différentes en fait dans le cinéma français. Et c'est ça qu'il faut qu'on conserve et qu'on cultive. C'est quoi ta dernière claque en film français ? Je dirais L'attachement avec Pio Marmaille et Vima Laponce. Et les deux, tous les acteurs du film en vrai, livrent des prestations exceptionnelles. Et il y a ce truc assez incroyable, c'est qu'au bout de 7 minutes de film, t'es en larmes. 7 minutes. C'est vraiment un challenge de scénariste impossible. Je pense que le seul truc que j'ai vu où ça m'a fait ça, c'était Là-haut de Pixar. Et en fait, là, ils ont réussi ce tour de force où moi, j'étais comme ça. Au bout de 7 minutes, à devoir mettre pause, à faire « Allez, je vais me faire un café !» Et les comédiens sont au top et le film est magnifique. Et c'est pas un film à grand spectacle, il n'y a pas besoin, mais c'est des grandes émotions. Est-ce qu'en tant que producteur, tu aimerais faire des films que tes enfants voient, que tes enfants vivent, aiment et que ça les aide ? Peut-être plus tard dans leur vie, mais c'est pas un prisme aujourd'hui où je me dis il faut absolument que je fasse un truc que mes filles peuvent regarder. T'as pas envie de là. faire le film d'animation pour tes enfants ? Moi, j'ai la chance de faire du doublage. J'ai fait des Pixar, j'ai fait du Toy Story et tout. Donc en fait, j'ai déjà, avec les Bad Guys aussi, des trucs à leur montrer. Mais je suis pas dans le truc de me dire je vais leur montrer. Elles ont vu aucun film à moi. Elles ont vu le début de Monte Cristo et quand je suis arrivé en prison, elles ont dit oh là là, j'aime pas quand t'es en prison, on arrête. Donc elles l'ont pas vu en entier. Et je comprends. En même temps, c'est un peu chelou, quoi. C'est un peu traumatique. Elles sont petites encore. Donc non, ce prisme-là, je l'ai pas trop. Mais j'ai un peu trop dans ma tête le truc de attends, il y a le public d'abord. Après, tu feras tes trucs perso. Il y a toi aussi. C'est assez égoïste au final. Il faut que ça te parle. Mais je pense que ça, c'est nécessaire quand tu es artiste, quand même, c'est de t'écouter beaucoup et de garder ta spontanéité face au projet, à ce qui t'est proposé et tout. Parce que si tu perds ce truc-là et que tu te poses la question de tel spectateur, tel prix que je voudrais obtenir en faisant ça, tel festival ou quoi, ça commence à être des mauvaises réflexions, possiblement, quand même. Là, on va pas te revoir avant le film d'Asghar Farhadi. Ouais. Avec Vincent Cassel, Virginie Fira. Ouais. T'as prévu une longue pause ensuite ou tu repars déjà sur des tournages ? Je pense que je tourne cet été. Donc, entre février et août, je pense que je vais pas tourner. Effectivement, sortira le film d'Asghar Farhadi où il y a aussi Isabelle Huppert et tout. C'était une expérience extraordinaire. Mais j'aime bien avoir le temps de me poser, de me réénergiser pour aller remettre cette énergie dans des personnages. Et j'ai la chance et le luxe aujourd'hui de pouvoir faire des pauses. Et j'aime bien ça. Et je trouve que ça donne, pour moi, plus de valeur à mon retour sur un plateau, à mon retour dans les salles. En tout cas, si vous, dans votre quotidien, vous avez une pause à faire, c'est de prendre le temps d'aller en salle pour voir Gourou ou même d'aller le revoir. Moi, je voulais le revoir parce que j'ai trop d'images qui viennent en tête et surtout la façon dont on parle, ça donne envie de se replonger dedans. Ah ouais, ça fait plaisir. Merci Pierre. Merci beaucoup. Bonne soirée.